Bienvenue pour cette deuxième vidéo de ce cours où je vais vous parler de dérivées partielles de fonctions de deux variables. Alors, la notion de dérivée qu'on a vue pour les fonctions d'une variable, elle faisait intervenir une limite, la limite suivante. Donc au fond, on faisait un accroissement en x, puis on faisait une différence et on divisait par cet accroissement, ici noté par h. Alors, dans le cas de deux variables, c'est pas très clair comment étendre cette notion de dérivée de façon générale. Par contre, c'est pas très compliqué de faire une extension où on parle de dérivée partielle, c'est-à-dire on va dériver par rapport à une variable et garder l'autre fixe. Et au fond, c'est exactement ce qu'on fait ici. En 1, vous avez la limite, l'analogue de la limite qu'on fait en la coordonnée x, donc vous voyez ce x0 plus h, et le y0 est pas touché dans les deux termes. Et de l'autre côté, c'est la même chose, mais on ajoute ce petit accroissement en la coordonnée y0 seulement. Alors, ces deux limites, lorsqu'elles existent, eh bien, on parle de dérivée partielle de la fonction f de xy, par rapport au point x0, y0, et on les note de la façon suivante. Alors il existe énormément de notations pour les dérivées partielles, je choisis celle-là, mais ne soyez pas surpris si vous voyez dans d'autres références d'autres notations. Alors un point essentiel pour cette notion de dérivée partielle, c'est que quand on fait ces limites, donc par exemple la dérivée partielle en x par rapport à x, eh bien, la deuxième variable, la variable y, est considérée comme une constante. Elle ne bouge pas. Et donc, au fond, ce qu'on obtient en faisant ça, c'est une fonction d'une seule variable, d'une variable qui est la variable x. Et ce que cela implique, c'est que ces limites, ce seront des limites de fonction d'une variable en vrai. Et donc on a déjà toutes les techniques pour pouvoir calculer ces limites. Et donc au fond, la notion de dérivée partielle, techniquement, ne change pas grand-chose à ce qu'on connaît déjà. Et c'est tout à notre avantage. Alors faisons un petit exemple. Disons que je considère la fonction f de xy égale à 2x plus x carré fois y cube, que je considère le point x0, y0 égale à 3, 1. Et donc j'aimerais calculer, disons, la dérivée partielle par rapport à x de f au point 3, 1. Alors, avant de développer le calcul, peut-être je fais une petite remarque en notation. C'est que ce que j'écris comme ça, donc la dérivée partielle de f par rapport à x évaluée en 3, 1, vous le verrez ailleurs écrit comme ça. Avec une barre pour dire qu'on évalue ceci en x égale à 3 et y égale à 1. Alors ces deux notations sont équivalentes. Il ne faut juste pas se perdre quand on écrit d'une manière ou d'une autre. Mais donc la première chose que je dois faire, c'est d'abord de calculer quelle est la fonction en fait qui correspond à la dérivée partielle de f par rapport à x. Donc concrètement, ce que je fais, je reviens au gris, concrètement ce que je fais d'abord, c'est que je calcule ceci dans mes notations. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la dérivée par rapport à x de cette expression. Alors, pour dériver ça par rapport à x, comme je l'ai dit avant, il faut considérer y comme une constante, et puis x, évidemment, comme la variable par rapport à laquelle on dérive. Alors, 2x dérivé par rapport à x, ça donne 2,
Et puis x carré y cube dérivé par rapport à x, ça donne 2x y cube. Voilà, maintenant j'ai mon expression pour la dérivée partielle de f par rapport à x. Et je peux maintenant l'évaluer au point 3, 1. Donc je remplace x par 3 et y par 1. Ça me donne 2 plus 2 fois 3 fois 1 au cube, ce qui donne 8. Et du coup, les autres exemples développés dans cette slide, c'est la même chose qui se passe. C'est les mêmes calculs, donc on retrouve vraiment les calculs qu'on avait déjà fait pour les fonctions d'une variable. Alors, malheureusement, la notion de dérivabilité pour les fonctions de deux variables ne se réduit en général pas à la simple existence de ces dérivées partielles. Mais malgré tout, on a un théorème ici qui est assez puissant, qui nous permet en fait de nous, ou plutôt qui me permet de me passer de vous parler de façon plus précise de cette notion de dérivabilité pour les fonctions de deux variables, parce que dans bien des cas, au fond, ça reviendra au même. Alors, qu'est-ce que ce théorème nous dit ? Il nous dit qu'une fonction f de xy, dont les dérivées partielles existent et sont continues en un point, x0, y0, eh bien, cette fonction sera dérivable en ce point, et donc dérivable au sens global. Alors, bien entendu, je n'ai pas défini ce que voulait dire la dérivabilité d'une fonction de deux variables, et au fond, c'est ce théorème qui en explique la raison. C'est que la plupart des fonctions dont nous allons traiter dans ce cours, enfin dans la suite du cours en tout cas, seront continues et les dérivées partielles le seront aussi en général. Et donc du coup, les dérivées partielles existant et étant continues impliquent la dérivabilité au sens global. Donc je n'ai même pas besoin d'en parler, il suffit simplement de connaître ce que sont les dérivées partielles par ce théorème, lorsque évidemment elles sont continues. Alors, on pourrait se demander à quoi sert d'avoir cette notion de dérivabilité en général. Eh bien, elle nous sert à pouvoir ne pas confondre les notions de dérivée partielle et de dérivée totale en toute généralité, c'est-à-dire lorsque, par exemple, les dérivées partielles sont discontinues. Mais de façon peut-être plus profonde, la notion de dérivabilité globale pour les fonctions de deux variables est vraiment en écho avec la notion de dérivabilité pour les fonctions d'une variable par le théorème suivant. Eh bien, une fonction qui est dérivable au sens global en un point x0, y0, eh bien, cette fonction sera continue en ce point. Et c'est un théorème qui était vrai aussi pour les fonctions d'une variable. Une fonction qui est dérivable en un point est continue en ce point. Alors maintenant, si vous remplacez dérivable ici par les dérivées partielles existent simplement, sans supposer qu'elles sont continues, eh bien cette implication n'est pas vraie. Et vous avez d'ailleurs en fait ici une vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien là où c'est marqué vidéo, ça vous amènera sur une vidéo où on vous montre un contre-exemple, ou un exemple du fait que la notion de dérivée partielle ne suffit pas à impliquer la continuité pour une fonction. Je vous recommande d'aller la regarder, elle est vraiment bien faite. Alors, malgré ça, les dérivées partielles jouissent, j'ai écrit ici, de la même régularité par rapport aux opérations élémentaires et à la composition de fonctions que la dérivée de fonction à une variable. Ce que je veux dire par là, c'est que si on a deux fonctions, par exemple, qui sont dérivables dérivables par rapport à x en un point, eh bien, la somme de ces deux fonctions sera aussi dérivable par rapport à x en ce point-là. Et vous pouvez faire la même chose avec les autres opérations élémentaires et la composition. Donc ça, c'est quand même très pratique et très bien. Alors pour les fonctions de deux variables, on peut aussi considérer des dérivées partielles d'ordre supérieur. Ici, on considérera simplement les dérivées partielles d'ordre 2, mais on peut aller plus loin pour autant que les fonctions qu'on considère sont suffisamment différenciables ou dérivables. Alors, ici, donc, on a 4 possibilités pour les dérivées partielles d'ordre 2. Les deux premières, c'est simplement de dériver deux fois par rapport à la même variable, x ou y.
Et puis les deux suivantes, c'est de dériver une fois par rapport à une variable, et puis ensuite de dériver par rapport à l'autre. Alors en général, il n'y a aucune raison que ces dérivées partielles donnent la même chose, ce n'est pas le cas, mais dans la majeure partie des cas qui vont nous intéresser, eh bien, les deux dernières dérivées, les dérivées partielles croisées, sont égales. Et la condition, c'est que si les dérivées partielles d'ordre 2 de la fonction sont continues en un point, alors les dérivées partielles croisées seront les mêmes en ce point-là. Et ce théorème s'appelle le théorème de Schwartz. Alors, on peut essayer de s'en convaincre avec un petit exemple. Donc, je reprends la même fonction qu'avant. Donc, c'était f de x, y qui était égal à 2x plus x carré y cube. Alors, on avait déjà calculé les dérivées partielles en x, ou par rapport à x, pardon, et par rapport à y. Alors, en fait, je ne l'avais pas fait en exemple avec vous, mais c'était écrit, et je pense que vous arriverez à vous en convaincre. Là, on a simplement 3x carré y carré. Alors, clairement, ces deux fonctions sont continues sur r carré. Donc, si le théorème de Schwartz est correct, eh bien, je devrais tomber sur la même expression pour les dérivées croisées. Alors, je vais donc calculer la dérivée croisée, où je dérive d'abord par rapport à x, puis par rapport à y. On verra ce que ça donne. Et normalement, si le théorème est bien correct, je devrais avoir exactement la même chose lorsque je dérive d'abord par rapport à y, puis par rapport à x. Alors, dériver f par rapport à x, je l'ai déjà fait. C'est cette expression 2 plus 2x y3. Donc, il ne me reste plus qu'à dériver ceci par rapport à y. Donc, je dois considérer x comme une constante et y comme la variable dans ce calcul. Eh bien, ce qui me donne simplement 2x fois 3y carré. Autrement dit, c'est simplement 6x y carré. Alors, si je fais le même calcul ici, alors d'abord, je considère la dérivée de f par rapport à y. Ça me donne 3x carré y carré, que je vais dériver maintenant par rapport à x. Donc ici, c'est x qui est la variable et y qui est la constante. Donc ça me donne 3 fois 2x fois y carré, ce qui donne 6x y carré. C'est bien la même chose. Donc en résumé, le théorème de Schwartz nous dit que si les dérivées partielles d'ordre 2 sont continues, eh bien l'ordre de dérivation ne compte pas lorsqu'on considère les dérivées partielles croisées. Alors pour terminer, j'aimerais parler de l'interprétation géométrique des dérivées partielles. Alors on sait que l'interprétation géométrique de la dérivée pour une fonction à une variable, eh bien c'est que c'est la pente de la tangente à la courbe en le point où on considère la dérivée. Et pour les fonctions de deux variables, c'est quelque chose d'à peu près similaire. Et en fait, ici, on n'a plus une courbe, on a une surface. Si je considère par exemple la dérivée partielle par rapport à x d'une fonction en le point x0, y0, eh bien, cette dérivée partielle va correspondre à la pente d'une tangente à la surface. Et cette tangente, on l'obtient de la façon suivante. Je rappelle que quand on dérive par rapport à x, quand on dérive par rapport à la variable x, y est considéré comme constant. Donc ici, on va considérer le plan, en fait, y égale à y0, qui va couper notre surface. Alors, ce faisant, eh bien, au fond, ce qui apparaît à l'intersection du plan y égale à y0 et de la surface, c'est une courbe que vous voyez ici,
en noir. Et le point ici, ce point-là, c'est le point x0, y0, f de x0, y0. C'est ce point-là. Qui non seulement est sur la surface, bien sûr, mais il est aussi sur cette courbe, qui est à l'intersection de la surface et du plan. Y égale à y0. Alors maintenant, c'est un peu plus clair de quoi est-ce qu'il va s'agir pour la dérivée partielle en x. Ce sera la pente de la tangente à cette courbe-là. Et c'est ce qui est illustré ici sur le dernier slide. Donc, cette courbe noire a une tangente en le point x0, y0, f de x0, y0. Et la pente de cette tangente, eh bien, c'est exactement ce que vaut la dérivée partielle de f par rapport à x, évaluée en x0, y0. C'est ce que vaut ce nombre. Donc je répète, c'est la pente d'une tangente à la surface, et la tangente en question, c'est celle que vous voyez ici, qui est à l'intersection de la surface et du plan, pardon, y égale à y0. Alors l'interprétation est la même lorsqu'on considère la dérivée partielle de f par rapport à y. La seule différence, c'est que maintenant on va considérer x comme une constante. Donc on va fixer le plan x égale à x0 qui va trancher ma surface en deux. Et à l'intersection de cette surface et de ce plan, il y aura une courbe sur laquelle le point x0, y0, f de x0, y0 se trouve. Et donc, la dérivée partielle de f par rapport à y va correspondre à la pente de la tangente à cette courbe. Alors, je vous ai donné ici les interprétations géométriques des dérivées partielles pour une fonction de deux variables. Vous pourriez me demander s'il existe une interprétation géométrique pour la dérivée globale pour une fonction de deux variables. Alors oui, ça existe, c'est très bien défini. Et en fait, je vais vous montrer une petite application. C'est des gens qui ont créé ça sur GeoGebra. Je vous mettrai le lien sur la page de cours. Et donc, ce qu'on a là, c'est donc une page où vous pouvez rentrer n'importe quelle fonction que vous voulez à deux variables ici. Alors ici, la personne a choisi par défaut 2 fois le sinus carré de x divisé par la SQRT, ça veut dire square root, donc c'est la racine carrée, de y carré plus 1. Et tout ça, on ajoute 0,3 à tout ça. Alors, en dessous, vous avez la surface qui est représentée. Vous pouvez, avec votre souris, un peu la regarder sous toutes les coutures. Et vous avez un point A qui va correspondre au point, on va dire, qu'on va appeler x0, y0. Bon, ici, c'est A. Alors, on peut faire bouger A, ici. Là, je le fais bouger en sa coordonnée en x. Et puis, je peux le faire aussi bouger en sa coordonnée en y. Peut-être qu'on le voit mieux comme ça. Voilà. Voilà, là, je le fais bouger le long de la coordonnée y. Alors, je vais le placer, disons... je vais le placer là, voilà. Alors, on a plusieurs boutons. On a deux boutons tangent line, un où c'est écrit x égale à xa, donc ça sous-entend qu'on fixe x en xa. Donc la coordonnée en x du point A ne va pas bouger. Et donc tangent line, ça laisse penser qu'au fond, on va considérer la dérivée partielle en y. Et là, ce sera du coup la coordonnée en y qui sera fixée. Et donc, ça laisse penser que ce qui va apparaître, c'est quelque chose qui est lié à la dérivée partielle en x. Alors, j'appuie sur le bouton et qu'est-ce que je vois apparaître? Je vois apparaître une droite verte. Et si je me rapproche, eh bien, ça m'a bien l'air de correspondre à la tangente en la courbe qui va intersecter la surface et le plan y égale à ya. Alors je peux faire la même chose et appuyer sur le bouton tangent line x égale à xa. Et ce qui va apparaître, ce sera
la tangente, mais cette fois-ci le long de cette courbe-là, plutôt que de cet axe. Et donc ici, j'ai la tangente à cette courbe en trétier bleu, qui est l'intersection de la surface avec ce plan x égale à xa. Alors, vous avez ici le bouton Tangent Plane, et en fait, Tangent Plane, c'est ce qui va correspondre à cette notion de dérivée globale. De la même manière que les tangentes que vous voyez là en vert et en bleu sont en correspondance avec les dérivées partielles, eh bien, ce plan que vous allez voir apparaître, je peux appuyer maintenant, eh bien, ce plan, il est en lien avec la notion de dérivée globale. Et je vais changer de point de vue. Vous pouvez voir au fond que ce plan, il est tangent à la surface en ce point. Alors peut-être que si je change de point de vue, on le voit mieux. Ouais, peut-être comme ça, c'est pas mal. Voilà, ça a l'air pas mal ça. Voilà. Mais ce que vous voyez aussi, c'est le lien entre le plan tangent et les dérivées partielles. Eh bien, les tangentes vertes et bleues, eh bien, elles seront toujours sur le plan tangent et d'une certaine manière, elles le définissent dans ce cas-là. Alors si je fais bouger la composante y, vous voyez que la tangente y bouge, le plan va bouger aussi, et du coup, là, vous voyez que là j'ai changé de composante y, et bien la tangente verte est toujours sur le plan tangent. Et je peux faire la même chose en bougeant la variable, la coordonnée en x. Voilà. Voilà, je vous laisse vous amuser avec ça. Je vous mettrai le lien sur le site. Et je vous dis à la semaine prochaine.